Agut Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on poursuit notre récit sur la vie de Reb Mendel Futerfas. On a vu la dernière fois comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, Reb Mendel est parti avec sa famille à Tachkent en Ouzbékistan, où les conditions de vie matérielles et spirituelles étaient plus favorables. Et on a vu à la fin la tragique épreuve, malheureusement, qu'il a perdu 4 de ses 6 enfants lors d'une épidémie en Ouzbékistan. Maintenant, en 1944, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont commencé à demander aux Polonais de rentrer chez eux. C'est-à-dire que lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a envahi la Pologne et beaucoup de Polonais sont partis se réfugier en URSS, en Russie. Et donc vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont commencé à dire aux Polonais, il faut que vous rentriez chez vous. Et les Chassidim ont commencé à réfléchir, à se dire, c'est peut-être là une opportunité de quitter l'URSS. Puisque bien évidemment à l'époque on ne pouvait pas quitter la Russie comme on le souhaitait. Et donc les Chassidim ont vu de là une opportunité, mais ils ne l'ont pas concrétisé en 1944 parce qu'ils jugeaient que c'était trop risqué. Arrive 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, comme les Russes n'étaient plus occupés, si on peut dire, avec les Allemands, avec les nazis, l'oppression, on va dire, des Juifs a repris de la force. Et donc, à ce moment-là, c'est là où les Chassidim, en 1945, ont décidé que ça valait le coup de prendre le risque. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié des papiers polonais pour faire croire qu'ils étaient polonais et pour dire, en fait, on rentre chez nous en Pologne. En fait, ce n'était pas vrai, c'était simplement un stratagème pour quitter l'URSS. Donc, il y a tout un groupe qui s'est formé et un des grands organisateurs et un des grands dirigeants de ce groupe-là, c'était donc Reb Mendel. Reb Mendel qui s'occupait avec tout un groupe de Chassidim de falsifier des papiers polonais pour permettre au plus de familles juives possibles de quitter l'URSS en faisant croire qu'elles rentraient chez elles en Pologne pour quitter cette oppression communiste en Russie. Reb Mendel raconte qu'à cette époque-là, il était très très fatigué parce qu'il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas et il avait peur pour sa famille, étant donné que lui c'était un grand dirigeant de cette organisation-là. Il avait peur que des membres de sa famille se fassent arrêter, se fassent torturer à cause de lui. Donc arrive un jour où il se dit peut-être c'est maintenant à mon tour et au tour de ma famille de quitter l'URSS. Il avait déjà fait partir plusieurs centaines de familles. Il s'est posé la question, peut-être moi aussi je vais partir. Il est parti voir un de ses amis, qui était un des membres de cette organisation aussi, qui s'appelait Yona Poltover Kagan. Yona Poltover Kagan. Il est parti le voir et il lui a dit, voilà, moi aussi je crois que mon heure est venue de partir. Il l'a regardé dans les yeux. Il lui a dit, regarde-moi dans les yeux. Est-ce qu'il y a des limites au Messirut Nefesh? Tu vas me laisser finir le travail tout seul? Tu vas partir, tu vas me laisser? Il y a encore des centaines de familles qui attendent de partir. Et bon, il ne savait pas quoi faire. Il est parti demander conseil à sa mère. On avait parlé de sa mère au début, Mariacha Badana Futerfas. Donc il est parti lui demander qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il part pour se mettre en sécurité, mettre en sécurité sa famille. Sa mère, elle lui a dit, regarde, il y a écrit dans la Gemara, Baba Metzia, page 30a, il y a la référence dans le livre, il dit, regarde, les Chachamim là-bas, ils discutent d'un cas où une personne doit ramener un objet perdu à son propriétaire. Ramener un objet perdu à son propriétaire, c'est une mitzvah, mais il y a certains cas où là-bas il y a une discussion. Par exemple, la personne qui trouve l'objet, elle est malade, elle est âgée, elle est fatiguée. Et puis l'objet qu'elle a trouvé, qu'il faut ramener, c'est pas un objet, c'est pas très kavod, c'est pas approprié pour elle de porter cet objet dans la rue pour le ramener. Et si c'était un objet qui était même à lui, à cette personne qui trouve l'objet, il n'aurait pas pris la peine de le ramener. Alors, dans toutes ces configurations-là, avec tous ces paramètres-là, est-ce qu'on dit que quand même la personne est obligée de ramener un objet à son propriétaire ou pas? Donc les Chachamim, ils sont en discussion et ils disent que non. Si quelqu'un est malade, il est fatigué, c'est difficile pour lui, c'est un objet que si c'était à lui, de toute façon, il ne l'aurait pas pris, il l'aurait laissé là non plus, il ne se serait pas fatigué à le ramener. Donc dans toutes ces situations-là, ces circonstances-là, il n'a pas l'obligation de ramener l'objet à son propriétaire. Maintenant, la Gemara continue. Et donc, c'est la mère de Reb Mendel, Madame Maria Shabadana, qui continue à raconter à son fils. Et il connaissait bien la Gemara. Elle connaissait bien la Gemara. Elle continue, elle lui dit, ça c'est ce que les Chachamim disent. Mais après, il continue.
Et ils disent que si la personne elle a commencé déjà à faire la mitzvah, alors à ce moment-là, elle doit terminer. Elle doit mener la mitzvah à son terme. Donc elle lui dit, en gros, c'est pareil pour toi. Est-ce que d'après l'halakha, tu es obligé de te sacrifier, de sacrifier ta vie pour sauver des centaines et des centaines de familles juives? Pas forcément. Mais maintenant que tu as commencé, que Dieu t'aide, que tu ailles au bout de l'accomplissement de la mitzvah. Elle lui a dit ça, il a décidé d'écouter sa mère. Et donc il a fait partir sa femme, ses 2 enfants, sa mère aussi, son frère Hanoch Hendel, on en reparlera à la fin. Il a fait partir toute sa famille et lui il est resté en URSS, enfin en Ouzbékistan, pour continuer son travail de falsification des passeports polonais pour permettre au plus de familles juives de partir. Donc on a dit ça a commencé concrètement en 1945, cette falsification des papiers. Ça s'est prolongé jusqu'en janvier 1947. Donc pendant presque 2 ans, près de 2 ans, Reb Mendel s'est donné corps et âme pour faire sortir le plus de familles juives de Russie. Jusqu'à ce qu'en janvier 1947, toutes les familles qui avaient pu être sauvées ont été sauvées. Reb Mendel et les quelques derniers chassidim qui étaient avec lui, on va continuer comme ça. Les quelques derniers chassidim qui étaient avec lui étaient donc les derniers, on va dire, juifs qui devaient partir. Donc ils ont décidé de terminer là la mission. Et donc ils ont décidé aussi de partir en janvier 1947. Les dernières poignées d'hommes qui avaient donné leur vie comme ça pour sauver le plus de juifs. Malheureusement, les services soviétiques ont trouvé la faille. Et juste quand ces juifs-là étaient dans le train pour partir, pour quitter l'URSS, ils se sont fait attraper en janvier 1947. Donc Mendel a été attrapé, a été torturé. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais dénoncé un autre frère juif. Il n'a jamais dévoilé des choses de cette organisation-là. Et ce qui est beau, c'est quand il raconte son arrestation, il a il a dit comme ça, il a vraiment vécu comme ça, mais ils lui ont dit, les autorités soviétiques, pourquoi vous quittez le pays ? Dans les régimes totalitaires, dans les dictatures comme ça, on ne peut pas partir. Et si on part, c'est un crime de lèse-majesté. Comment ça, vous partez du pays ? Il y a un problème dans le pays, vous n'appréciez pas le pays, vous n'êtes pas reconnaissant envers le pays, etc., etc. Donc ils ont commencé à lui rentrer dedans. Pourquoi vous partez du RSS ? C'est quoi votre but ? Vous n'avez pas honte ? Comment vous êtes si peu reconnaissant envers la patrie ? C'est quoi cette trahison ? Alors Mendel, il leur dit, regardez, moi j'ai rien contre l'URSS. La seule chose, c'est que je veux retrouver mon rabbi. Mon rabbi, il est aux États-Unis, en Amérique. Alors moi, je vais aller en Amérique. Et il continue, il leur dit, regardez, même si c'était l'inverse, mon rabbi, il était en URSS et moi, j'étais en Amérique, je serais venu en URSS pour être avec mon rabbi, même si c'était illégal. Donc vous voyez, j'ai rien contre l'URSS. Je veux juste retrouver mon rabbi. Malheureusement, cet argument n'a pas pris. Et Reb Mendel a été accusé d'être un traître et il a été envoyé pour 8 ans, condamné à 8 ans de goulag. Donc le goulag, les camps de travaux forcés en Sibérie. Et bien évidemment, quelqu'un qui était envoyé au goulag, il n'était pas du tout certain de rentrer vivant à la suite de ça. Donc, si vous vous souvenez, on a dit Reb Mendel, il est né en 1907. Et ça, c'était quand il a été envoyé au goulag en 1947. Donc il avait environ 40 ans quand il a été arrêté et envoyé au goulag pendant 8 ans. Alors Baruch Hashem, il s'en est sorti. Et maintenant, on va essayer de raconter quelques histoires de Reb Mendel au goulag. Et comme on l'avait dit aussi précédemment, une des particularités de Reb Mendel, c'est qu'il arrivait à prendre une ora'a ba'avoda dans chaque chose qu'il voyait. Ça veut dire, quand il voyait un événement, ça pouvait être un événement anodin, ça pouvait être un événement banal, mais il arrivait à en tirer un enseignement de comment s'améliorer dans son service de Dieu. Il avait cette force-là. Et il raconte par exemple que, vous savez, il y a écrit dans Hayom Yom, le recueil de proverbes qui a été compilé par le rabbi, à la date du 3 Iyar, il y a écrit dans Hayom Yom que Reb Zouché d'Anipoli, un des élèves du Maguid de Mezrich, et Reb Zouché d'Anipoli, il disait, on peut apprendre même 7 qualités d'un voleur. Même d'un voleur, de quelqu'un qui transgresse la volonté de Dieu, qui n'est pas comme il faudrait, même de lui, on peut apprendre des choses. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ? On peut apprendre qu'il est discret,
On peut apprendre qu'il fait attention à chaque détail. On peut apprendre que quand il rate, il se lamente pas, il va recommencer, etc., etc. Donc même chez un voleur, on peut apprendre des choses. Et qu'est-ce qu'il dit Reb Mendel? Il raconte, il dit, comment ça se fait que Reb Zouché, il trouve que 7 qualités à un voleur? Il dit parce que Reb Zouché, il n'a pas passé beaucoup de temps avec des voleurs. Mais moi, il dit Reb Mendel, moi qui ai passé des années avec des voleurs au goulag, puisque le goulag c'était camp de travaux forcés, mais c'était pas que pour les juifs, il y avait des voleurs, il y avait des criminels, etc. Donc Reb Mendel, il dit, moi qui ai passé des années au goulag avec des voleurs, avec des criminels, je peux vous dire qu'il n'y a pas seulement 7 qualités dans un voleur. Il y a des dizaines, voire des centaines de choses qu'on peut apprendre du comportement d'un voleur. Donc c'est pour dire comment Reb Mendel voyait les choses, que quand il voyait quelque chose, il arrivait à prendre un enseignement dans le service de Dieu. Et on va raconter quelques petites histoires qui sont ramenées dans le livre que Reb Mendel y raconte. L'histoire connue avec l'araignée, qu'une fois il a vu une araignée tisser sa toile, et une fois qu'elle a fini, elle est restée sur le côté. Il y a une mouche qui vient s'accrocher dans la toile, la mouche commence à se débattre, et l'araignée ne bouge pas, l'araignée patiente, jusqu'à ce que la mouche épuisée s'arrête de bouger, et c'est là où l'araignée elle va vers la mouche pour dévorer la mouche. Il dit, ça c'est la même chose avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, tant qu'on bouge, tant qu'un juif il se débat, il essaye de s'en sortir, alors l'araignée, le Yetzer Hara, il n'attaque pas. Une fois qu'on fait Yehush, ça veut dire une fois qu'on baisse les bras, qu'on dit, ah, ça y est, j'arrête, je peux plus, j'arrête. C'est à ce moment-là où le Yetzer Hara, il attaque. Donc tant qu'un juif, il essaie de se raccrocher à quelque chose, il arrive à bouger, il arrive à se renforcer, là, il a encore une chance de s'en sortir. Histoire connue donc de l'araignée. Il y a une autre histoire, il raconte que une des choses les plus dures pour lui, qu'il a vu au goulag, c'était quand les prisonniers entre eux se faisaient du mal. Et il raconte qu'une des choses qui se faisait souvent, qui lui faisait beaucoup de peine, c'est qu'il prenait des fois un détenu et il le balançait d'un prisonnier vers un autre prisonnier. Ça veut dire, ils entouraient la personne, ils la poussaient vers quelqu'un d'autre, et la personne la poussait vers quelqu'un d'autre, etc., jusqu'à ce que la personne poussait, elle en finissait par tomber, par vomir, et pire que ça des fois. Et il raconte, il dit, le Yetzer Hara c'est la même chose. Il va nous pousser dans une avéra, il va nous pousser dans une faute. Et après, on va regretter, on va pas être bien. Alors il va se servir de cette culpabilité, de ce sentiment-là, de regret, qui est un bon sentiment, mais il faut savoir comment le prendre. Et il va se servir de ça pour nous faire tomber, pour nous pousser dans une deuxième faute. Et là, on va pas réussir à tenir et on va encore plus se sentir coupable. Et il va nous pousser de faute en faute, jusqu'à ce qu'on va arriver par terre à être complètement déprimé et plus avoir envie de faire Torah et Mitzvot. Donc encore une fois, de ces scènes-là qui voyaient de violence entre les différents prisonniers, il a réussi à prendre une aura bavoda. 2 petites histoires sur la tfila qui sont incroyables. Il raconte que, en fait, en Sibérie, en fonction du camp dans lequel il était, il y avait plusieurs types de travail qu'il devait faire. Et comme il est resté 8 ans là-bas, forcément, il y a eu beaucoup de changements. Il n'est pas resté pendant 8 ans au même endroit. Il a changé de camp et à chaque fois, il avait dans un nouveau camp un nouveau travail, etc. Dans un des camps où il est arrivé, il raconte que le travail, c'était couper du bois. Couper des gros troncs de bois. Et les prisonniers, ils avaient le choix, est-ce qu'ils voulaient travailler le jour ou est-ce qu'ils voulaient travailler la nuit? Et il dit, tout le monde choisissait de travailler le jour. Pourquoi? Parce que déjà il faisait un peu moins froid. Et surtout parce que comme le travail c'était de couper des troncs de bois, au bout d'un moment que l'arbre il est coupé, le tronc il tombe. Et il faut voir où est-ce que le tronc il tombe pour se pousser, pour pas se faire écraser. Et la nuit, comme on voyait rien, à ce moment-là, les gens ils avaient peur quand ils coupaient les troncs de se faire écraser par le bois et mourir. Et il dit tout le monde choisissait de travailler le jour. Moi, je choisissais de travailler la nuit. Pourquoi? Parce que je voulais être tranquille pour prier toute la journée, pour faire ma tfila toute la journée. Il raconte aussi que dans un autre camp, du coup, dans un camp, il était obligé de travailler la journée. Il raconte que c'était très difficile parce que en Russie, en Sibérie, le soleil se levait très tard et il se couchait très tôt. Ça veut dire que le matin, quand il se levait pour aller faire sa journée de travail, il faisait encore nuit, donc il ne pouvait pas mettre les tefilines. Et le soir, quand il finissait la journée, il faisait déjà nuit. Et quand il rentrait au campement, il faisait déjà nuit, il ne pouvait pas mettre les tefilines. Donc il ne pouvait pas mettre les tefilines avant de partir pour faire les travaux forcés. Donc la seule solution, il dit, c'est que
pendant cette période-là, il mettait les tefilines en marchant vers le travail le matin. Il y avait quelques personnes qui le cachaient. Et pendant qu'il marchait dans la neige, il mettait ses tefilines. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, avec la neige, avec l'humidité, les tefilines se sont cassées. Alors, il a réussi à réparer une fois, mais une deuxième fois, les tefilines sont devenues complètement psoulottes. Elles étaient complètement plus cachères. À force d'être dans la neige, dans la boue, dans l'humidité, les tefilines, elles se sont rendues inaptes. Et il a eu beaucoup de peine de ça. Du coup, à partir de ce moment-là, il n'a plus pu mettre les tefilines. Mais il raconte que quand même, à cette époque, il sentait qu'il avait une certaine pureté dans cette fille-là. Et il raconte quand il était déjà plus tard dans sa vie, quand il était libre et qu'il avait une nouvelle paire de tefilines, etc. Il dit, j'envie la tefila que je faisais à cette époque-là. Comment c'était une tefila qui était pure. Comment c'était une tefila qui était belle. Bon, voilà. Et on va terminer par cette petite histoire. Bezrat Hashem, peut-être qu'on racontera d'autres histoires la prochaine fois, parce que en fait, l'essentiel du livre, c'est les histoires de Reb Mendel quand il était au Goulag. Donc il y a une petite biographie à côté, mais en réalité, l'essentiel, c'est des petites histoires comme ça qu'il raconte. Une dernière histoire, c'est qu'il se rappelle qu'un jour, il était sur le point de mourir. Il était complètement affamé. Il avait perdu beaucoup de poids. Et il y avait comme ça, de temps en temps, les soldats qui venaient et que tous les gens qu'on voyait qui allaient mourir, qui étaient déshydratés, affamés, etc., il leur enlevait leurs vêtements, il leur mettait comme une toile... comme un sac sur eux, quoi, et puis il les laissait pourrir dans une chambre comme ça, allongés, jusqu'à qu'ils meurent. Et Reb Mendel, un jour, il a fait partie de ces gens-là parce qu'il était tellement épuisé qu'il n'arrivait plus à bouger. Donc ils l'ont mis dans cette chambre-là, ils l'ont allongé comme ça, et le temps qu'il parte. Et Reb Mendel, il a repensé à cette fameuse yeridout qu'il avait avec le Rabbi Rachab. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait raconté dans la première vidéo, premier épisode, que quand il avait 8 ans, grâce à sa grand-mère maternelle, il était rentré chez le Rabbi Rachab en yeridout. Et là-bas, le Rabbi Rachab, il a fait une bracha qui va être Var Meyid, qui va être un juif chaud et qui va avoir une longue vie. Et donc, lui, il est comme ça, allongé, à moitié nu, si on peut dire. Et il est en train de partir et il se rappelle de la Yeridout et il dit Reb, c'est ça une longue vie, c'est ça une longue vie. Baruch Hashem, il a survécu, il s'est raccroché, si on peut dire, à cette Yeridout. Voilà, Bezrat Hashem, bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà presque 20 minutes. En tout cas, voilà comment Reb Mendel il est arrivé au Goulag. Et donc, Bezrat Hashem, on continuera la prochaine fois sur le récit de sa vie pour nous prendre des forces. Dans notre génération, Baruch Hashem, on n'a pas les mêmes épreuves, mais on a d'autres épreuves. Et donc, prendre exemple et prendre des forces de Reb Mendel. Les Chaim, Shabbat Shalom, Agut Shabbos.